On vous retrouve aujourd'hui dans Les saveurs du béton aux éditions Stenkiss. C'est l'acte 2 de votre arrivée en France. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à raconter ce nouveau chapitre de votre arrivée en France? Tout simplement parce que quand j'étais petite, je manquais de représentation. Je ne voyais pas de femmes asiatiques, ni dans le domaine du cinéma, ni dans la littérature, ni dans la bande dessinée. Et donc moi, c'est important pour moi de raconter mon histoire. Et surtout, la banlieue, je trouve que c'est toujours raconté d'une certaine manière dans les films. Et j'avais envie de raconter ça d'une autre façon. Parce que pour vous, la banlieue, ce n'est pas qu'une expérience négative, ce ne sont pas que les préjugés, le racisme anti-chinois? C'est ça, la banlieue regroupe un ensemble de situations. Donc moi, là, je raconte mon adolescence. Il y a plein de moments de joie. C'est un peu cette citation que j'avais vue, la banlieue, ce n'est ni rose ni morose. Et c'est exactement ce que je raconte dans ce livre-là. Alors, on va commencer par le moins bien, ce qui est morose. Quand vous arrivez, quand vous traversez le périph', quand vos parents déménagent à Bagnolet, plus précisément, qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qui vous choque? Il faut dire que c'est une infrastructure, tout un tas de systèmes, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des grands ensembles qui ont été faits dans les années 70 et c'est très minéral. Et moi, j'étais pas tellement choquée par ça parce que je viens de Hong Kong, qui est aussi une mégalopole, et j'arrive et je suis pas du tout étonnée par ces hyper centres commerciales avec gigantesques, la ville dans la ville, ça me choquait pas. Mais par contre, ce qui me choquait, c'était peut-être cette violence qui est plus invisible, notamment ce que je raconte dans le livre. Il y a un passage où on essaie d'obtenir nos papiers à la préfecture, et ça, je trouvais ça très difficile. C'est un lieu de déshumanisation, c'est ce que vous dites. À chaque fois que je me rendais à la préfecture de Bobigny, j'avais l'impression de me déshumaniser un peu plus. Et d'ailleurs, vous représentez les personnes qui s'y rendent par des animaux. Oui, je trouve que ce procédé est assez facile en dessin, c'est-à-dire qu'on peut raconter des choses extrêmement difficiles, mais avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et les animaux me permettaient de raconter ça. C'est que moi, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis allée faire mes papiers avec mes parents. Tous les ans, on devait faire nos papiers, et tous les ans, j'avais l'impression de devenir du bétail. Et c'était un sentiment très fort qui m'est resté. Et c'est un sentiment que vous avez ressenti toute petite, et c'est pas seulement la relecture que vous avez de votre expérience sur place, alors? Non, c'est vraiment quelque chose qui a été ancré, et je pense que ma bande dessinée, je l'ai construite aussi pour pouvoir raconter cette anecdote-là. C'était très important pour moi de pouvoir en parler. Alors, vous parlez également beaucoup du sentiment anti-chinois. Ce qui est frappant, c'est que ce sentiment anti-chinois, ce racisme anti-chinois, vous l'avez-vous déjà vécu quand vous étiez toute petite. Or, dans les médias, on n'en parle que très récemment. Comment vous expliquez ce décalage ? Mais je pense qu'on est quand même très invisibilisé, quoi. Moi, en tout cas, j'étais une petite fille très sage, très modèle, vraiment comme dans les clichés. Je faisais pas d'histoire, pas de bruit. Et mes parents, d'ailleurs, je le raconte dans le livre, ils ont vécu des situations qu'on parle aujourd'hui, d'agression, et ils ont vécu ça. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi on parle de ça aujourd'hui, sûrement facilité avec la pandémie et le fait qu'on mette les projecteurs sur les Est-ce que c'est pas aussi plutôt la deuxième, voire la troisième génération qui ose en parler? Peut-être que la génération de vos parents faisait plus le dos rond. Bah oui, ils n'avaient pas que ça à faire, quoi. Ma mère, elle travaillait, mon père aussi. Ils étaient vraiment dans des problématiques de survie. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette liberté, donc je me sens comme responsable de devoir prendre la parole et de pouvoir exprimer tout ça. D'ailleurs, vous dites que la première génération a été sacrifiée pour que la deuxième génération puisse avoir le choix de sa vie? Ah oui, ça, complètement. Moi, ma mère, elle a été femme de ménage. Mon père, il était peintre, mais il gagnait très difficilement sa vie à Beaubourg en faisant des portraits de touristes. Donc, ils ont vraiment souffert. Et ça, c'est lié aussi à la révolution culturelle qu'ils ont pu avoir dans leur jeunesse. Donc, tout un tas de conséquences qui font que mes parents n'ont pas eu les mêmes problématiques que moi aujourd'hui. D'ailleurs, au début de votre BD, vous ressentez les choses, vous les voyez à travers le regard de vos parents, et progressivement, c'est vous, Keilam, qui vous exprimez. Est-ce que ça a aussi provoqué un décalage entre vous et vos parents dans la perception de ce qui vous entourait? Ah bien sûr, avec mes parents, déjà il y a un écart générationnel, et puis finalement, moi j'avais cette culture chinoise à la maison. Mais quand j'allais à l'école, il fallait oublier ça. Donc, ce qui fait qu'on est tout le temps avec mes parents dans des situations d'incompréhension et on a du mal à dialoguer, effectivement.
Et cette difficulté à dialoguer passe aussi par une langue que vous pratiquez moins, peut-être le chinois? Ah mais c'est extrêmement difficile pour moi parce que mon père, il parle le Fujian, ma mère parle le Shanghai, à la maison on parle cantonais, il y a le mandarin. Moi je mélange en plus avec le français, donc ça fait un espèce de brouhaha où j'utilise quelques mots en français par-ci par-là et ça crée beaucoup d'incompréhension. Alors, il est beaucoup question de stéréotypes d'un côté comme de l'autre, hein, mais très étonnant, vous comparez les stéréotypes sur la banlieue aux stéréotypes qui sont appliqués aux femmes. Expliquez-moi. Aux femmes et à l'Asie, en Chine aussi, les Chinois. Moi, je pense qu'on a souvent un regard biaisé, c'est-à-dire qu'on se place Paris contre la banlieue, les Chinois contre les Français, les femmes contre les hommes. Et finalement, à travers mon histoire, mon autobiographie, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens se plongent le temps d'une lecture sur ma vie pour essayer de comprendre des situations et pour avoir de plus en plus d'empathie. Alors, le mot de fin, si on peut le dire ainsi, dans votre BD, c'est merde, je suis devenu bobo. Je vous cite, ça vous appartient. Bobo, c'est pourtant le signe d'une intégration réussie, non? Pourquoi merde? Ah, je suis pas sûre. Non, c'est plutôt vu de manière péjorative aujourd'hui, non? Pour Bobo. vous, peut-être, non? Non, je pense de la part de beaucoup de gens, on entend dire le mot bobo pour nous taquiner un petit peu. Donc, non, je sais pas, je trouve que ce mot est intéressant parce que je suis passée vraiment de la situation chinoise à bobo. Voilà, immigration, banlieusarde à bobo. Et je trouvais ça intéressant de le raconter dans cette histoire-là. Et aujourd'hui, vous vous définiriez comment? Si c'est pas bobo, autrice, dessinatrice, ouais, le dessin c'est vraiment mon pays quoi. Merci beaucoup Keilam d'être venue nous voir Les saveurs du béton, c'est aux éditions Stenkiss. Merci.